Alors que nous vivons en France une période de confinement liée au Covid-19, Gaël et moi avons décidé de poursuivre le podcast à notre manière, en l'adaptant à cette situation unique. Oui, notre capacité de résilience est mise à rude épreuve. L'ancien système montrant clairement ses limites, n'est-ce pas finalement une chance que la vie nous donne de ralentir ? Si rester chez soi s'avère être la norme, cette situation nous amène plus que jamais à prendre le temps, notre temps, à remettre du sens dans notre quotidien, à tester de nouveaux modes de fonctionnement plus responsables. Bref, à nous réinventer. Nous avons tous les deux préféré voir et vivre cette période comme une opportunité. Alors, quel meilleur moyen d'approfondir cette idée qu'en redonnant la parole à nos anciens interviewés eux-mêmes et à découvrir de nouveaux aventuriers. Leur activité économique est-elle impactée ? Comment s'adaptent-ils au quotidien ? Quels outils ont-ils mis en place dans leur entreprise et dans leur vie ? Chaque semaine, nous échangeons avec ces aventuriers et aventurières de la vie, passés précédemment sur le podcast, ainsi que quelques nouveaux. Les discussions ayant été réalisées à distance, le son peut vous paraître moins qualitatif que d'habitude. La situation oblige, le matériel s'adapte aussi, et avec le sourire. Nous vous souhaitons une belle écoute, en espérant qu'elle vous apporte des outils, du réconfort, du sourire, du lien et du sens. Portez-vous bien et continuez à nous soutenir sur les plateformes d'écoute en notant 5 étoiles le podcast et en nous laissant vos chouettes commentaires. Sébastien, on est super content de t'avoir et de te recevoir sur le podcast. On expliquera très rapidement pourquoi. Mais alors, on est en plus de tout cela dans un contexte hyper particulier. Tu es expat, je ne dis pas pourquoi ou peu importe est-ce que tu fais, mais on a 9 heures de décalage. On est en plein confinement des deux côtés, donc c'est vraiment un contexte hyper particulier pour ce podcast. Donc rien que pour ça, merci aussi pour ta dispo et ça nous fait d'autant plus plaisir de partager ce moment avec toi. Donc bienvenue sur le podcast d'Aventure Humaine. Je vais pas en dire plus pour le moment. Sébastien, dans un premier temps, tu peux juste nous dire, voilà, quel homme es-tu ? Qui es-tu finalement, Sébastien ? Alors, tout le plaisir est pour moi. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre podcast. Ça fait très plaisir. Et puis, c'est l'occasion pour moi de renouer un peu avec la francophonie. Parce que ça fait bien longtemps que je suis parti de France. Ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans même. J'ai passé plus de temps dans ma vie à l'étranger qu'en France. Donc, en fait, qui je suis ? Je suis un artiste, déjà. Je suis un artiste qui vient de la vallée de la Loire, comme j'aime dire aux Américains quand ils me demandent d'où je viens. Et en plus, ils doivent bien connaître avec le vin. J'en suis persuadée, non ? Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. C'est la façon dont ils connaissent même la vallée de la Loire. Exactement. Voilà, exactement. Donc, le Sancerre, des choses comme ça. Ouais. Ça les fait rêver d'une certaine façon. Et puis, connaître aussi les châteaux de la Loire. Alors, tout ça, c'était un peu mon enfance. Donc, je garde une notion très romantique, distante, mais en même temps très présente de la France et de mon enfance. Donc, je suis en fait un artiste qui a déménagé de France, de sa campagne, en France, il y a à peu près 25 ans, pour découvrir un peu le monde au début. Donc, je m'étais dit, je vais commencer par faire des études de commerce et puis faire autant de stages et d'échanges possibles pour pouvoir travailler et puis étudier à l'étranger. Donc, je suis parti en Angleterre tout d'abord, à Birmingham. Et puis ensuite, je suis parti en Espagne pour un stage. Et puis ensuite, j'ai fait un MBA en Italie. Je suis allé travailler en Corée du Sud au poste d'expansion économique. Et puis, je me suis dit, il faut que je connais l'Asie, je connais l'Europe. Et je me suis dit, je vais déménager aux États-Unis pour voir comment c'est là-bas. Et donc, ma sœur habitait à l'époque à la Nouvelle-Orléans. Je suis allé la voir pour quelques semaines. Et puis, je me suis dit, je vais
vais rester ici je vais essayer de trouver un boulot ici. Ça a l'air quand même très différent de ce que je connais. Mais bon, la Nouvelle-Orléans, c'est quand même particulier. C'est assez petit comme ville, hein. Bon, c'est pas petit, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu peux Dans être ce que un j'avais artiste étudié. dans la création musicale. Et alors là, tu Tout t'éclates. à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais fait ça au début. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé un travail à New York qui m'a branché sur New York. Alors, je suis resté pendant bien longtemps, pendant 16 ans. Et puis ensuite, depuis quelques années, j'habite maintenant à Los Angeles. Ok. Donc en fait, Ok. je suis un peu un explorateur au niveau géographique, mais aussi au niveau de mes activités, à savoir que je suis un artiste, mais un artiste qui touche un peu à tout. Oui. Donc qui fait de la musique, qui fait de la peinture, du dessin, de la sculpture, des installations sonores, du mobilier, des vidéos, etc. Wow. En fait, mon langage en tant qu'artiste, c'est la géométrie. Voilà. Hmm. Moi, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres depuis le début. C'est, tu as fini tes études notamment avec un MBA en Italie, donc un MBA très tourné business. Ensuite, tu arrives à New York et tu te lances dans la création artistique. Donc, comment un jour, en fait, tu décides de faire, j'ai envie de dire, autre chose, et comment tu te révèles ou tu sens qu'au fond de toi, tu es un artiste et que finalement, les études que tu as faites c'était peut-être pas ce qui te correspondait. C'est quoi ce changement en fait? Alors, moi, je pense que j'ai toujours été artiste, mais j'ai été un artiste refoulé pendant ma jeunesse. Moi, je faisais de la musique, beaucoup de musique d'ailleurs. Quand j'étais jeune, j'avais un groupe, etc. Mais en fait, comme je venais de la campagne en France, il y avait pas je voyais pas comment on pouvait vivre euh, en étant artiste au niveau économique. Je voyais pas comment on pouvait gagner sa vie et être un petit peu en dehors de la société. Parce que pour moi, un artiste, à l'époque, en tout cas, quand j'ai grandi, c'était quelqu'un qui observait la société, mais qui n'était pas complètement dedans en Oui. même temps. Autour de C'est-à-dire, toi, c'était tu cette n'avais distance. aucun rôle J'avais modèle. pas... Non, Ok. pas du tout. Pour moi, c'était cette distance par rapport à la société, d'une certaine façon, qui permettait à l'artiste d'avoir quelque chose à dire. Et j'ai grandi dans une famille où on faisait du commerce. Et donc, j'ai toujours été poussé à faire du commerce. Et je me suis dit, je vais faire du commerce. Et j'ai étudié de la meilleure façon que j'ai pu. Donc, je suis fier d'avoir fait ce MBA parce que c'était Ouais. Tu de peux. très belles études. Mm. Et puis, mais en fait, c'était pas moi. Et quand je suis arrivé à New York était une ville où on pouvait tout à fait euh, voir l'activité artistique comme faisant partie de l'identité de la ville Bien et sûr. comme faisant partie même du milieu économique de la ville. Donc je me suis dit, je vais pouvoir trouver une façon De t'exprimer. d'être artiste tout en m'inscrivant dans une logique économique. Et est-ce Ok. que à New York, justement, il y a une certaine autorisation que tu n'aurais pas eu en France en arrivant avec ce côté business, mais en ayant cette envie de s'ouvrir à cette carrière artistique, ce besoin de création? New York, en gros, était peut-être la seule ville ou la seule manière de se lancer et de s'autoriser. Alors, effectivement, moi, je l'ai vécu un petit peu de façon particulière parce que effectivement, j'étais loin de chez moi. Donc, j'avais pas ma famille ou mes amis. C'était vraiment une coupure. Je connaissais personne, en fait, à New York. J'avais aucun ami. J'avais aucun trait d'union, finalement, avec mon environnement original. Mhm. Donc, j'étais libre. Et, et donc, ça m'a donné l'envie de me recréer une identité d'une certaine façon. Et donc, comme j'avais une formation de business, j'ai trouvé une façon, ou de marketing précisément, moi c'était le marketing. Oui. J'ai trouvé une façon d'intégrer l'art dans une logique de marketing. C'est-à-dire que j'ai ouvert une agence très vite en fait. J'ai débarqué à New York en cherchant un travail que j'ai trouvé. Donc je travaillais à l'époque chez Chanel.
chez Bourjois, tout, Mhm. fait, dans les maquillages. Et, Oui. et puis, je suis très vite... En marketing, C'est justement? ça, ouais. Ils ouvraient la D'accord. marque, D'accord. etc. Et puis, en fait, les accidents de la vie qui sont plus ou moins positifs, hein, parfois il y a des accidents qui Mhm. sont traumatiques et puis d'autres qui le sont moins. Mais le 11 septembre 2001, c'était en fait mon dernier jour de Ah oui. travail. Et donc, Ah, donc tu étais à New York à ce moment-là? ouais, j'étais juste à côté d'ailleurs. Waouh. Ouais. Ok. Et donc, donc, je suis allé au travail pour prendre mes affaires, etc. Et puis, j'ai vu toute commotion, ce traumatisme que la ville était en train de vivre, en fait. Et Et tu avais prévu le 11 septembre 2001 que ce soit ton dernier jour de travail, c'est c'était ça? un peu ça. Non, Je mais l'avais c'est pas fou. prévu, mais c'était mon Alors, dernier jour. nous, on appelle ça une synchronicité de fou. Hein. Ouais. Wow. Malheureusement pour la ville Ouais. et pour beaucoup de tout ce qui s'est personnes. passé. Mais ça, si ça s'appelle pas une synchronicité, c'est énorme. Ouais. Et en même temps, le contexte du saut dans le vide où tu te dis, bon, maintenant je crée mon business créatif, certes, mais je crée mon emploi. Dans ce contexte-là, en gros, on est en plein dedans. C'est comme si le, le 12 ou le 15 mars dernier en France, on s'était dit, bah tiens, je vais créer ma boîte, quoi. C'est exactement ça. La veille du confinement. Ouais, C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que ce genre d'événement permet d'être libre, en fait, d'une certaine façon, de la logique du lendemain. C'est-à-dire qu'il faut penser au surlendemain. Que parfois, la logique du lendemain nous enferme dans des considérations matérielles qui sont finalement qui limitent beaucoup. Et, elles sont urgentes, mais pas importantes. Peut-être, oui. Et en fait, bon, comme je me sentais... c'est un saut dans le vide, effectivement. C'est très, très similaire à cette période actuelle, hein, c'est vrai. Et donc, j'avais décidé à l'époque, je me suis dit, mais travailler dans le marketing pour ces compagnies, je ne vois pas vraiment en quoi ça contribue à l'humanité. C'était ça, j'avais vraiment un discours comme ça de fond. Je me suis dit, tu es à New York, il y a tellement d'artistes, il faut créer un trait d'union entre le monde de l'art et le monde du marketing. Et je vais ouvrir mon studio, mon agence, comme étant une agence de commissariat d'expo, en fait, où je vais aider les marques à avoir un dialogue finalement un peu plus proche des gens. Je déteste le mot consommateur, donc je ne l'utilise jamais. Pour être plus proche des gens et pour en fait que les marques aient un discours qui soit proche des préoccupations d'un peu tout le monde, quoi. Parce qu'on est tous dans le même bateau finalement. Donc au lieu d'essayer de vendre des rouges à lèvres ou autres, on va essayer de vendre un peu plus une identité, des préoccupations, des valeurs émotionnelles, des choses comme ça. Et donc j'ai ouvert cette agence et j'ai très vite travaillé avec des grosses marques en fait. Et je m'occupais de produire des programmes d'art contemporain ou de design, etc., qui se traduisaient dans différents types de formats. C'était soit des événements, soit des expositions, des éditions, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a très vite amené à travailler avec ces marques, mais pas à New York, un petit peu partout, en Europe et dans le monde entier. Ouais, en fait. Okay. Et c'était bizarre. Et j'ai même, ça c'était extraordinaire, j'ai même travaillé pour Coca-Cola. Moi, je dis ça parce que c'est un peu absurde d'une certaine façon. Ils embauchent le français pour raconter leur histoire. Et donc, j'ai participé à la création de leur musée à Atlanta où ils racontent justement l'histoire de la marque, etc. Bon, c'est une anecdote, hein, mais c'est juste pour dire que le fait de travailler avec les marques m'a ouvert beaucoup d'horizons. Est-ce que tu peux nous raconter est-ce que tu as un jour numéro 1 comment ça se passe à New York? Tu as débarqué quelques mois avant, donc le 12 septembre 2001. Qu'est-ce que tu fais pour avoir ce premier client
et avoir ce discours-là? Ah, voilà. Alors, la façon dont ça a commencé, c'est le destin, on pourrait dire, d'une certaine façon. Quand j'ai déménagé à New York, en fait, j'habitais à la Nouvelle-Orléans à l'époque. Et puis, je me suis dit, bon, pour rester aux États-Unis et travailler dans le marketing, c'était ce que je voyais à l'époque, il faut que je déménage soit à New York, soit à Los Angeles. Donc, je suis allé à Los Angeles pour voir. Et puis, c'est une ville qui est assez difficile, Los Angeles, pour juste un visiteur débarquer, essayer de comprendre la ville. C'est assez abstrait comme ville parce que c'est très étendu. Tandis que New York, c'est beaucoup plus concentré. Mais en fait, j'avais écrit à des entreprises pour avoir des entretiens, des choses comme ça. Et puis j'avais eu des réponses, mais comme je connaissais personne, ça me paraissait compliqué et puis cher. Je me suis dit, bah, on laisse tomber, on rentre en France. Et puis, c'était peut-être le jour même ou la veille, je me rappelle pas, de mon départ pour la France. Ma sœur, chez qui j'habitais, reçoit un coup de téléphone en disant t'as un ami d'un ami, Jérôme, qui m'offrait en fait qu'on peut saluer puisque voilà. C'est grâce à lui qu'on enregistre aujourd'hui. Tout à fait. Donc Jérôme, à qui je dois beaucoup en fait, parce qu'il avait appris par l'intermédiaire d'amis, de famille, que je cherchais en fait à déménager à New York, à découvrir New York. Et lui habitait à New York, il avait un grand appartement à l'époque. Et il m'avait tout simplement proposé de rester chez lui. Donc en fait, j'ai changé mon billet d'avion et je suis allé chez Jérôme. Et donc Jérôme est architecte. Et puis on est devenus amis tout de suite. Il m'a fait découvrir la ville tout de suite. Il m'a présenté à plein de gens et j'ai adoré New York. Parce que c'était en 1999, à l'époque quand je suis arrivé, fin 99, c'était le boom Internet à l'époque. Et comme New York était une ville très vivante, il y avait tellement d'événements, il y avait une opulence incroyable sur les budgets beaucoup d'événements. D'opportunités dans tous les sens. Il y avait effectivement beaucoup de choses qui se passaient. Et puis donc très rapidement, Jérôme et moi et un autre ami qui est peintre, qui s'appelle Stéphane Ducré, qui habite maintenant à Genève, on a décidé d'habiter tous les trois ensemble. On a loué un loft qui était juste au-dessus d'un magasin de bricolage chinois. Donc il fallait passer par le magasin de bricolage chinois pour arriver chez nous. Déjà une sacrée expérience. C'est ça. Et on s'est dit, au lieu d'avoir un appartement tout simple, on va avoir un appartement sans meubles. Donc, tous les meubles seront amovibles et en fait, on pourra les décrocher des murs et des portes, etc. Donc, comme Jérôme est architecte, Stéphane peintre, etc., on a fait cet appartement galerie finalement. Et puis, on avait décidé un jour de faire une pendaison de crémaillère. Et il se trouve que notre pendaison de crémaillère coïncidait dans les dates avec le jour d'ouverture de toutes les galeries du Lower East Side où on habitait. Donc on s'est dit, on va faire une expo. Et on va inviter tout le monde. Et donc c'est comme ça en fait que l'aventure a commencé, en faisant une expo chez nous. Et puis ensuite, comme il y a eu tellement de monde et que ça devait être bien, j'imagine, j'ai reçu des appels pour pouvoir faire des projets avec des sponsors. Au début, c'était comme ça. Ils voulaient sponsoriser nos expos. Puis ensuite, de fil en aiguille, en marchant dans Soho, je suis entré dans la boutique de Diesel, qui essayait de faire un petit peu quelque chose comme ce que j'avais en tête, c'est-à-dire faire des expositions. Et puis je leur ai dit, c'est bien comme concept, mais votre expo est vraiment pas formidable. Donc moi, je peux vous aider. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis devenu curateur de Diesel en entrant dans leur magasin. Et donc là, tu avais déjà... donc ok, tu avais cette formation et déjà ces expériences marketing, mais est-ce que concrètement dans la matière, tu avais déjà commencé à créer? Non, alors pas du tout en fait. C'est à New York que en fait je suis allé à l'école d'une certaine façon, aux Beaux-Arts on dira, ou l'école de design.
sans y aller. C'est-à-dire que j'étais toujours dans les musées, j'étais toujours dans les expos, j'étais toujours avec des artistes. Jérôme étant architecte et Stéphane étant artiste, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux, les oreilles, l'esprit à ce monde créatif. Et j'avais un tel retard que j'ai eu une soif énorme d'apprendre et de faire. Et donc ensuite, comme j'ai eu cette opportunité de travailler avec beaucoup d'artistes différents sur des nouveaux projets, j'étais à chaque fois impliqué dans la création, dans la production. Et donc c'est ça qui m'a appris d'une certaine façon, qui m'a ouvert les yeux sur le monde de l'art et du design. C'est comme ça que je suis devenu artiste et designer après bien des années, après peut-être 10 ans de travail avec mon agence en fait. Ok. Quel sens tu donnais à ton activité j'ai pas envie de dire de designer, mais quand tu étais dans la pure production, est-ce que ça avait un sens particulier pour toi d'utiliser tes mains, mais j'ai presque envie d'aller plus loin en disant finalement, enfin ton corps. Est-ce que ça avait vraiment quel sens en fait ça donnait à ton activité? Alors oui, effectivement, c'est drôle d'y repenser comme ça a posteriori, parce qu'on peut dire que la façon dont j'ai approché ma carrière, d'une certaine façon, a toujours, il y a toujours eu des évolutions au moment des crises, en fait. Donc, on va dire que de 2001 à 2009, 2008-2009, c'était la véritable période de mon agence qui s'appelait Formavision. Donc, en français, ça veut dire former une vision. Donc ça, c'était vraiment l'époque où je faisais beaucoup de projets avec des marques, etc. Puis ensuite, en 2008-2009, c'était la crise économique. Donc, je pense que les crises économiques se ressentent beaucoup plus aux États-Unis, en fait, parce qu'il n'y a pas de filet, tout simplement. Les gens se font licencier immédiatement, les budgets marketing disparaissent immédiatement. Donc, il y a vraiment, on ressent vraiment la crise de plein fouet. Et donc, à cette époque-là, en 2008-2009, c'était un petit peu la fin de... Enfin, tout était en pause, en tout cas. Donc, je me suis dit, comme j'avais appris à faire de la musique, je me suis dit, je vais faire un disque. donc, j'ai écrit un disque. Et j'ai enregistré un disque avec un producteur américain avec qui je travaillais sur mes projets de Formavision, qui s'appelle Kaya Fisher, qui faisait partie d'un groupe de musique qui s'appelle Rainer Maria, de rock. Et donc, on a fait ce disque ensemble. On a pris à peu près 9 mois pour le faire. Donc, en parallèle, je faisais d'autres projets. Et en parallèle, j'avais un projet avec une entreprise de mode qui m'avait demandé de faire une installation sonore. Et il m'avait dit, vous pouvez le faire avec un artiste ou on aimerait aussi que vous le fassiez vous-même parce que vous faites de la musique. Alors, j'ai commencé à faire une installation sonore avec des sculptures qui faisaient de la musique, multipiste. Ah, c'était une super opportunité pour toi là, Ouais, exactement. de tester en fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça m'autorisait toujours à travailler avec d'autres artistes, mais à faire moi partie des artistes. Oui, Et donc, complètement. c'était un projet pour lequel j'avais composé une piste sonore de 8 heures, multipiste, et où chaque piste était en fait une sculpture qui donnait une sculpture enceinte. Et dans un espace qui était à Sceaux, qui était très intéressant. Et donc, j'avais, pour ça, je me suis dit, comme c'est une installation multipiste, ce serait bien de donner vraiment corps à l'espace et à la musique. Et donc, je vais inviter des chorégraphes à faire des performances à l'intérieur. Donc, j'avais invité 3 chorégraphes, chacun à faire un spectacle de danse contemporaine quoi, dans l'espace. Et puis ensuite, j'ai fait des concerts avec ces installations, avec ces sculptures multipistes, etc. quoi. Donc, c'était un peu le début de mon aventure en tant que... Alors, au début, quand j'étais artiste, au début de ma carrière d'artiste, je voulais pas, euh, je voulais pas entrer en concurrence avec mes autres projets de Formavision. Donc, je me suis dit, je vais faire que des sculptures sonores et que des installations sonores, chose que je n'offrais pas avec mon agence. Et donc voilà, donc c'était le début de ma carrière
d'artiste sonore. Oui, mais du coup, est-ce qu'on peut dire que par crainte ou par souci de ne pas empiéter sur le terrain des artistes avec lesquels tu travaillais, est-ce que finalement tu te coupais pas une partie de toi-même, tu vois, tu avais envie de t'exprimer, mais voilà, par crainte et par rapport à ces artistes avec lesquels tu travaillais, il y a des axes, que ce soit en peinture ou en sculpture, etc., que tu n'osais pas exprimer. Est-ce que tu l'as senti un peu comme une frustration ou est-ce que tu étais complètement OK avec ça? Je sais pas, c'est difficile à dire, mais je pense Ça que s'est fait naturellement, en fait. ça a pris plusieurs années quand même, hein. Ouais, OK. Mais de toute façon, ça prend plusieurs années pour découvrir un langage plastique, hein, son propre langage plastique. C'est-à-dire, pour avoir vraiment un langage en tant que peintre ou sculpteur, il faut vraiment le faire pendant plusieurs années quand même. Donc, Et pendant un certain temps, je le faisais sans le montrer. Donc, Oui, bien sûr. OK. donc voilà. Donc je pense que en fait la transition s'est faite au fur et à mesure et maintenant je suis vraiment artiste, quoi. J'ai plus de secondes pensée à empiéter sur le langage créatif de quelqu'un Tu d'autre. t'exprimes. Ouais, exactement. Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là on est sur justement un format sonore, pour essayer de visualiser un petit peu comment tu crées ces sculptures sonores. Est-ce que première étape c'est en 2D sur le papier, après tu passes à la 3D et tu viens mettre de l'électronique dedans. À quoi ça ressemble et comment tu arrives à créer dans le process? Alors au début je vous disais que mon langage c'est la géométrie. Parce Oui. qu'en fait je pense moi que Dieu ou l'univers, on va dire, plutôt que Dieu, se trouve dans les mathématiques. L'univers a une logique mathématique implacable. Et, et, euh, dans la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la musique, c'est une manifestation mathématique. C'est des ondes sonores. C'est des ondes sonores qui passent à travers le corps. Et la logique des gammes musicales a été créée par Pythagore. Et donc, c'est avec cette observation-là, en fait, que je commence à faire des installations sonores. Donc, mes pistes sonores sont tout d'abord des textures sonores, des textures musicales, des sons. Et ensuite, je veux leur donner une dimension physique, c'est-à-dire des sculptures, pour qu'on puisse associer une musique avec une forme, en fait. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact et on s'en rappelle beaucoup mieux en fait quand on voit une sculpture qui fait de la musique plutôt que juste une piste sonore. Génial. Quand on t'écoute parler justement du Sébastien artiste, moi, il y a un sentiment et un ressenti qui est très fort. Je me dis, ouais, en fait, il est vraiment à sa place. Quand tu en parles, j'ai presque envie de dire, tu n'en parles pas de la même façon. Alors après, c'était très narratif quand tu parlais des études et de ton MBA en Italie, mais quand tu parles de concret, même si tu considères que c'est très abstrait à nous expliquer, pour toi, c'est concret et en fait, on le ressent. Moi, je le ressens beaucoup dans ta voix et dans ce que tu véhicules. Donc, je me dis, ce mec s'est trouvé en acceptant d'être et en acceptant d'être un artiste et de vivre avec ça. Tu as trouvé en fait carrément ta juste place là. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi aujourd'hui ou est-ce que tu as un regret ou est-ce que tu te sens vraiment hyper aligné avec ce que tu fais? Non, tout à fait. Moi, je sais que je suis artiste, hein, ça c'est clair. Ça, je l'ai accepté. Maintenant, c'est pas toujours facile d'être artiste, effectivement, parce que effectivement, il faut trouver sa place. Il faut trouver la façon dont ça va marcher.
Il faut trouver, ouais, il faut trouver sa caisse de résonance d'une certaine façon, Mm. comme on dirait. Est-ce qu'il y a des mots dans ton univers artistique? Alors, on en a déjà entendu notamment un qui revient très souvent, qui est le côté géométrique. Mhm. Est-ce qu'il y a des mots qui te sont chers ou qui traduisent ton état d'esprit, tes œuvres? Est-ce qu'il y a des mots comme ça qui te viennent à l'esprit tout de suite? Oui, alors j'aime beaucoup le mot onde. Je l'utilise en Mm. anglais, c'est wave. Euh, Oui. et j'aime bien ce mot parce qu'en fait, c'est un côté de répétition, c'est un côté physique. Donc, ce sont des ondes sonores, mais aussi en anglais, wave, c'est la vague de l'océan. Donc, il y a à la fois un côté physique, hein, je veux dire la physique, Hmm. et il y a aussi un côté naturel. Alors, en anglais, encore, il y a des mots que j'oublie en français parce que ça fait assez longtemps que je suis parti. Euh, mais elemental, je ne sais pas si ça se traduit en Mm. français par élémentaire ou élément. Oui, élémentaire, certainement. Moi, je dirais le côté les élémentaux. Moi, j'appelle ça Élémental, plutôt alors. les élémentaux. D'accord. Ouais, c'est ça, C'est ça. élémental. Alors, ça, pour moi, c'est aussi très Mm. important. Savoir connecter avec, avec l'univers. L'univers, j'aime beaucoup ce mot. Le côté Mm. cosmique, hein. Les étoiles, Hmm. euh, voilà. Essayer de communier avec nos origines. Pour moi, les Oui. étoiles, c'est nos origines. On est tous un peu de la poussière d'étoiles qui date du Big Bang. On est tous Mm. la même euh, manifestation. Mm. Est-ce que tu dirais que ces mots que tu viens de partager avec nous, est-ce que tu dirais que ce sont aussi des sources d'inspiration pour toi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, ce sont des mots, sont des sources d'inspiration euh, euh, lointaines, mais aussi très proches. J'ai fait une série de dessins, par exemple, qui s'appelle Stardust, donc poussière d'étoiles. En fait, la façon dont je fais tous mes dessins, tous mes croquis, tous mes sketchs, je les fais en noir. En fait, je les fais en argent sur papier noir. Et ensuite, j'utilise un spray acrylique qui recouvre toute la page de petites taches argentées, comme de la poussière Mm. d'étoile, pour tout relier en fait. Donc tous mes croquis sont comme ça. Donc Super. en fait, c'est une notion de fond, hein, cette notion cosmique, on va dire, mais c'est une notion que j'utilise de façon réelle, quotidienne Mm. pratiquement. Avant de passer un autre sujet, de quoi tu t'inspires autrement? Est-ce que dans ton quotidien, tu as des, des moments ou des sources que, que tu entretiens? Oui. Alors j'ai de la chance d'habiter dans la ville, à Los Angeles, mais en même temps dans dans la nature. Je suis dans les collines en fait. Donc, Attends, la nature existe à Los Angeles? Non, je te taquine. ouais, donc non, la Californie, c'est un état extraordinaire. Oui, oui, mais le peu de fois où je suis passée en avion, je ne sais pas à combien de reprises, au-dessus de Los Angeles, alors moi, pour le coup, je n'ai vu aucune nature, mais je ne suis pas passée au bon Ah endroit. ouais. Ah non, on habite avec ma femme au milieu de la nature, c'est extraordinaire. Ah, ça doit être Et super. puis, Mm. oui, c'est une végétation méditerranéenne, donc, mais très Mm. riche. On se croirait un peu comme à Menton en France, Oh là là. Oh, ou à super. Monaco. Et donc, il y a des cactus, des palmiers, et puis toute une richesse de végétation, et puis il y a beaucoup d'insectes, des fleurs. Et donc ça m'inspire Mm. beaucoup, en fait. Mm. Euh, c'est mon quotidien également. En fait, c'est très différent de New York, parce que quand j'ai passé ces 15 ans ou 16 ans à New York, j'étais toujours... mon environnement, c'était les gens, c'était les buildings, c'était ce qu'on Hmm. peut Mm. attendre de Mm. New York, hein. C'est vraiment une ville un peu sauvage, où on n'a pas un seul moment pour soi, et on saute toujours d'une chose à l'autre, un rendez-vous, un événement, un dîner, un cocktail, etc. On n'en finit pas, en fait. Et à Los Angeles, c'est le contraire. On a beaucoup d'espace,
On habite au milieu de la nature, le ciel est immense. Les buildings sont pas très hauts, donc on Oui, peut voir loin. Et puis, ça doit bien changer, ouais, oui. ouais, c'est ça. Et puis, comme maintenant, on a toutes ces applications, Internet, le cell phone, toutes ces choses-là, le téléphone portable, on, on arrive en fait à avoir une vie connectée tout en étant loin à Los Angeles. Mm. Donc c'est un peu l'avantage de notre temps actuel en fait, c'est qu'on peut se permettre d'avoir sa bulle et d'être quand même connecté. Alors c'est d'autant plus vrai maintenant avec cette pandémie en fait, qu'on arrive à être isolé mais à rester connecté. On essaye. Ouais, on voit ce que tu veux dire. Et donc, tu t'inspires aussi de toutes De ces ton quotidien, en expériences, fait. du quotidien, mais de toutes les expériences et de toutes les situations que tu as traversées. Mhm. Est-ce que, pour créer une belle œuvre, c'est même pas ça, c'est pour créer son œuvre, est-ce que tu penses que tout d'abord, il faut déjà se connaître et, et, et aller à sa rencontre avant de créer vraiment l'œuvre et une série ou sa patte, on va dire, d'artiste. Ah bah attends, parce que moi, du coup, je rebondis sur ta question. Donc, tu vas avoir deux questions. Tu réponds à celle que tu veux. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Gaëlle, en disant, mais finalement, un artiste, est-ce que c'est pas aussi à travers son œuvre et le fait de la réaliser qu'il apprend aussi à se connaître? Ouais. Donc, tu réponds... Nous posons le débat. Exactement. Le débat est lancé. Non, alors oui, effectivement, être artiste, c'est une quête. C'est une quête Mm. de soi. Allez, encore Laura, elle a gagné. Non, il n'y a pas de gagner. Mais c'est vrai que je me mets en fait à la place Oui, de bien sûr. l'artiste. Ouais, parce que très souvent, en fait, par exemple, quand je commence une nouvelle toile, euh, je commence à la peindre et je sais pas exactement ce que je vais peindre. C'est ça qui est incroyable. Je commence à la peindre et c'est en la peignant que je comprends ce que je fais. Et donc, c'est en la peignant que je l'oriente. Et c'est quand je l'ai terminée que finalement je la comprends. Ou c'est dans le processus de fabrication d'une sculpture que je la comprends, ou alors c'est après même. C'est ça en fait ce qui est beau enfin, que moi j'aime dans le travail d'artiste. C'est tout un travail de découverte. Hein. Et il y a des œuvres à un moment que donc t'as commencé, t'as pas réussi à finir ou une fois fini, au final tu n'as pas compris ou tu l'as pas je sais pas si tu jettes ou si tu Ouais, recommences. Comment ça se passe? ouais, ça m'est arrivé récemment en fait, où en fait j'avais fait une vieille peinture, comme j'appelle ça. C'est des peintures il y a plusieurs Une années. vieille croûte. C'est ça. Et puis, je les avais jamais vraiment aimés, quoi. Donc, je les avais laissés de côté. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait un gros, euh, un gros gribouillis dessus. J'ai en fait fait plein de points de couleurs différentes, euh, comme un peu un gros pointillisme. Mm. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire un travail figuratif dessus. Alors pour moi, c'était nouveau de faire de la peinture qui représentait quelque chose. Et j'ai fait deux tableaux. Donc il y a un tableau qui est en fait un autoportrait où je me représente comme je tiens une grosse sculpture en verre devant mon visage. Donc on voit pas mon visage, on voit cette sculpture en verre. Et en fait, dans la peinture, derrière cette sculpture en verre, il y a tous ces points. Et j'ai fait aussi une autre peinture Mhm. où en fait il y a toujours tous ces points. Et devant ces points, j'ai représenté une cabine téléphonique new-yorkaise. Ah oui, Et celui-là, je donc l'ai pour vu. moi, Mm. voilà, pour Je me moi, rappelle. ces peintures, alors je les interprète de la façon suivante. Hein, c'est comme ce foisonnement de, de virus, quoi, que j'essaie de contenir. Mm. D'accord. Hmm. Voilà, donc ça,
Ça, pour moi, ça a ce sens-là, en tout cas. En tout cas, c'est une nouvelle direction. Donc, en fait, tu n'as jamais, enfin, en tout cas, donc tu n'avais pas jeté ces peintures. En fait, ce sont des peintures deux en une presque. Ouais, oui, c'est ça. Tu les as reprises, tu les as retravaillées. C'est ça, voilà. Ouais, c'est super intéressant. Alors, comme vous disiez avant, en fait, je travaille beaucoup sur mon environnement immédiat. Donc, par exemple, quand j'étais à New York, je faisais de la peinture où tout était... j'utilisais beaucoup le spray, tout était le tape. Alors, tape en français, c'est le sparadrap, peut-être, je sais pas. Le rouleau de scotch. Tout le langage des chantiers de construction, parce que pour moi, New York, c'est un grand chantier de construction permanent, comme un grand serpent qui se mange la queue, qui est toujours en train c'est comme un phénix qui toujours se détruit pour pouvoir se reconstruire. Et en fait, donc je travaillais avec des couleurs très, très grises, très neutres. Et puis, dès que j'ai déménagé à Los Angeles, j'ai travaillé avec des couleurs qui étaient beaucoup plus comme les couchers de soleil, des couleurs du violet au rouge, au jaune, toutes les couleurs étaient là. Et donc oui, je travaille beaucoup sur mon environnement immédiat, sur ce qui m'est disponible. Voilà. Si je trouve quelqu'un qui va faire du verre, un atelier de verre à côté de chez moi, je vais commencer à faire du verre. Ce qui est arrivé récemment. Voilà. Est-ce que dans une rétrospective de Sébastien, si on mettait plusieurs de tes œuvres de toutes ces dernières années, est-ce que justement on arriverait à déceler ta partie quand tu vivais à New York dans les couleurs, dans les formes peut-être, et dans les nouvelles peintures de Los Angeles? Est-ce que tu penses que ce serait est-ce que tu penses que c'est visible? Moi, je trouverais ça hyper intéressant. Maintenant que tu en parles, s'il y avait une rétrospective, c'est la première chose que je regarderais en me disant, attends, ça devait faire partie de sa vie de New York. Je trouve ça hyper intéressant que tu aies quasiment eu des envies et des sources d'inspiration, même en termes de couleurs, de formes, complètement... peut-être pas complètement différentes, mais différentes en fonction des lieux où tu as vécu. Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, c'est tout à fait ça, hein. J'ai toute une partie de ma création qui est basée sur le chantier de construction et puis sur les matériaux de construction, enfin de la rue de New York, hein. Par exemple, j'avais créé je fais aussi du mobilier, donc j'avais créé une série de meubles une collection qui s'appelle Les Béton. Où en fait, Les Béton, c'est le béton. Et le béton et les tubes, enfin les différents étages des chantiers de construction à New York, ils ont une façon particulière de construire tous ces gratte-ciels qui m'avaient frappé. Et puis donc c'est tout ce langage-là que j'avais retranscrit dans une collection de meubles. Et puis ensuite, en déménageant à Los Angeles, j'ai continué à faire des meubles, j'en fais encore aujourd'hui. Et j'ai fait toute une série qui s'appelle Bestiaire. Et donc Bestiaire, c'est une collection qui est inspirée des insectes. Parce que les insectes, c'est ce que je vois tous les jours dans le jardin. Voilà. Donc toute l'anatomie des insectes, les pattes, les antennes, les yeux, tout ça, traduit dans une autre collection, quoi. Est-ce que si on parle un tout petit peu chiffres, tu sais, tu numérotes toutes tes œuvres? Est-ce que tu sais combien tu en as créé? Alors oui, effectivement, ça fait plusieurs années que je numérote mes pièces. Mais en fait, je trouve que je n'ai pas assez. Je trouve que je produis pas énormément, en fait. J'en suis à 187 ou quelque chose comme ça. Wow, d'accord. Mais c'est pas énorme, en fait. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, en fait, c'est... Non, c'est pas énorme. Alors, je numérote peut-être pas tout. Mes sketchs ou mes dessins, je les numérote pas, par exemple. Je sais pas si c'est quelque chose que je devrais numéroter. Je numérote mes peintures, mes sculptures, et pas la musique non plus. Donc, voilà, je numérote juste des pièces individuelles, quoi. Tu produis peut-être
Alors, je suis très mal placé pour dire ça. Tu produis peut-être peu, mais en fait, tu produis des œuvres qui sont aussi quand même de grande taille, impressionnantes. Jérôme, il m'avait parlé d'une œuvre qui fait 40 mètres de haut sur une façade d'un building. Ouais, je Donc sais ça pas prend si un ça peu de fait 40 temps. mètres de haut, je crois que c'est peut-être plus haut que ça en fait. Ah, plus haut. C'est- Ouais, mais Ouais, là, en ça fait, ça compte fait. pour plusieurs œuvres, là, tu vois, par rapport à... Ça compte pour plusieurs Picasso, ça. Ouais, elle fait 32 étages. C'est une sculpture sonore qui traverse un building et Wow. qui transporte les sons d'un étage à l'autre, en fait, à Istanbul. Voilà. Pff, on pourrait faire un Donc, épisode donc, il y a des... complet dessus. C'est clair. Non, donc, il y a des pièces qui sont complexes. Ouais. Il y a des Oui. installations, des pièces qui nécessitent beaucoup de monde pour les faire. Hein, je sais pas, Hmm. 40 personnes ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, Mm. effectivement. Et alors, juste en termes de chiffres aussi, combien de temps tu mets à réaliser et à produire une telle œuvre si on prend la dernière dont on est en train de parler? Ça met combien de Euh, temps? alors ça prend peut-être un an à faire. Hein, parce Ah que oui, quand même, Hmm. ok. bah, Mm. ouais, C'est parce que normal. ça se faisait en même temps que la construction de l'immeuble. Donc, oui, il faut un an. Mais en fait, je dirais que pour des nouvelles sculptures ou des nouvelles installations, nouvelle sculpture, c'est un minimum de 3 mois, ça c'est sûr, Ok. minimum. Mm. Et idéalement, c'est 6 mois en fait pour faire quelque chose une nouvelle, un truc complètement nouveau, quoi. Et tu avances sur combien d'œuvres en même temps? Combien de projets à peu près? Alors, je fais toujours de la peinture, j'ai toujours deux Hmm. peintures que je fais en même temps. Je travaille sur l'une quand l'autre est en train de sécher, en fait. Donc, et Ah, la puis recherche de j'utilise aussi, productivité. ouais, j'utilise aussi le surplus de peinture d'une pour aller sur l'autre. Et j'aime bien ce langage-là, en fait. Bref. Ah. Donc je fais ça. Ouais, c'est ça. Recyclage. Recyclage, ouais, beaucoup de recyclage. Et donc là, en ce moment, par exemple, je travaille sur deux peintures, une série de dessins, et puis sur une série de pièces en verre et une installation sonore. Donc je fais 4 choses en même temps. Hmm. Voilà. Est-ce que ce sont des commandes ou est-ce que ça, pour le coup, ce sont des œuvres que tu produis par pur plaisir? Alors les peintures, c'est des choses que je fais, je dirais pas par plaisir, parce qu'en fait, Ok. je suis pas artiste par plaisir. Hmm. Je peux pas dire ça. Ok. Mais mais les autres œuvres, le verre et les sculptures sonores, c'est des commandes à New York en fait. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour cet été. Et alors, je rebondis sur un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, je ne suis pas un artiste par plaisir. Est-ce que tu peux développer? Ouais. Oui, Alors ça veut pas dire que j'aime pas faire ça. Hein. oui, oui. C'est pour ça que je Mais me permets de te demander. ouais, ouais. Mais je l'approche comme un métier. Hein. C'est vraiment un métier. Et Oui. c'est aussi une quête, si je puis dire. Donc, quand je travaille sur une peinture, en général, je suis très, très frustré. Je suis D'accord. Ah. de très mauvaise humeur quand je travaille sur une peinture. Parce que parce que c'est comme un problème mathématique d'une certaine façon, et j'arrive Oui, pas à le à le résoudre. solutionner jusqu'à la fin. Hmm. Voilà. Ouais. Donc, en fait, j'en suis content à la fin, j'en suis satisfait, mais Hmm. le processus est très frustrant pour moi. Ouais. D'accord. Mm. Ok. En fait, Hmm. chaque médium est différent. Quand je fais de la musique, Hmm. c'est différent. Alors, quand je fais de la musique live, on va dire, hein, donc en direct, euh, une performance, là, c'est beaucoup plus comme de la méditation pratiquement. Hein. Hmm. Là, il faut être présent. C'est ce qu'on fait au moment même qui C'est le importe. flow. C'est le flow, exactement. Mais pour ce qui est de la peinture, c'est un peu différent. Enfin, pour moi, en tout cas. Sébastien, est-ce que tu as, on va dire, on va se concentrer plutôt sur ta vie d'artiste. Est-ce que tu as autant une grande déception? J'aime pas parler d'échec parce qu'en fait, on apprend toujours, même de ses erreurs. Est-ce que tu as une déception en particulier, certes, qui t'a appris, mais une déception et en même temps une très grande fierté? Alors, déception, échec, oui, ça m'est arrivé très souvent. Hein. Hmm. Ça, c'est sûr.
il y a même parfois la peur du succès, hein. C'est-à-dire que quand on commence à avoir du succès, on n'est pas toujours prêt à ça. Oui, Et on bien se sûr, c'est vrai qu'on sabotage oublie. soi-même, hein. On se sabote. Euh, donc ça m'est arrivé plein de fois, et puis j'essaie que ça ne m'arrive plus. Mais je pense que par exemple, quand j'avais mon agence Formavision, j'ai rencontré beaucoup de succès. Et qui dit succès dit critique aussi. Et moi, j'avais approché ce métier au début d'une façon assez pure, je pense. C'est-à-dire que je voulais vraiment changer la façon dont les marques voulaient communiquer sur leur identité, afin qu'elles aient une plus-value en fait sur la société. Oui. Et puis en fait, ça a vite été rattrapé par les logiques commerciales, et donc c'est devenu très vite mon service est devenu très vite quelque chose qui les aidait à vendre plus plutôt que de Bien sûr. changer. Voilà. Donc ça, j'ai été déçu par ça, par exemple. Mais D'accord. j'ai été déçu par plein de choses. En revanche, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, ou qui m'ont... Je trouve que dans la vie, il y a un côté factuel, et puis il y a aussi un côté magique, en fait, hein. Et pour moi, les deux sont aussi importants. Alors, par exemple, quand je suis allé, j'ai fait une installation à Guangzhou, en Chine, un peu le centre universel de fabrication, hein. C'est là où on fabrique beaucoup de voitures, beaucoup d'électronique. C'est juste à côté de Shenzhen et Hong Kong. Et donc, j'avais été commissionné par Audi pour faire une installation. Il m'avait donné carte blanche, en fait. Et comme c'était le centre de fabrication industrielle du monde, je me suis dit, je vais faire quelque chose là-dessus sur l'équilibre entre technologie, on va dire, et nature. Il faut qu'on ait les deux dans nos vies, en fait. Il faut que les Chinois apprennent, et puis nous, hein, mais tout le monde, mais les Chinois en particulier, parce que c'est vraiment un pays à croissance industrielle sans contrôle. Il faut qu'ils apprennent à vivre en harmonie avec la nature. Et donc j'avais fait une installation qui s'appelait la Conférence des oiseaux, voilà, où en fait c'était dans une sphère que j'avais créée. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais bon, c'était une sphère de 15 mètres de large, de diamètre, dans laquelle on entrait, et à l'intérieur de laquelle il y avait des haut-parleurs un petit peu partout suspendus. Et il y avait aussi des ballons réfléchissants en argent, gonflés à l'hélium au plafond, et puis sur le sol aussi. Donc on était au milieu de ces ballons qui réfléchissaient le sol et le plafond, et les visiteurs. Et on était au milieu de cette symphonie d'oiseaux, et aussi de symphonie de bruit, de technologie. Et on était au milieu. D'accord. Et c'était une belle installation dans le cœur du dragon, hein. C'était au milieu dans le centre-ville de cette ville industrielle. Et il y a beaucoup de Chinois qui sont venus. Et c'était une belle installation pour moi. C'était vraiment un succès de faire quelque chose là-bas. Et puis, le soir du vernissage, je suis allé dans un restaurant japonais avec mes interlocuteurs locaux. Attends, restaurant japonais avec tes interlocuteurs chinois. Ouais, la Chine a beaucoup changé quand même maintenant. C'est oui, très ça va. international dans ces villes-là. Et donc j'ai commandé des huîtres. Et dans l'huître que j'ai commandée, il y a eu une double perle. Waouh. Et pour les Chinois, avoir une double perle, c'est vraiment un signe de reconnaissance, un signe de chance, une bénédiction, en fait. Et en fait, pour moi, tous ces signes-là sont aussi importants que les choses beaucoup plus terre à terre. Et ces signes-là, en fait, sont des valorisations qui sont très importantes pour moi. Ce sont des feedbacks de l'univers, en fait. Tout à fait. Donc Super. voilà, pour moi, c'est comme ça que je lis la vie. Belle synchronicité. Moi, j'avais une question sur justement
cette organisation, comment aujourd'hui, donc tu as laissé l'agence de côté, tu es Mhm. de nouveau tu travailles plutôt de manière indépendante et libre de management, on va dire, en interne en tout cas. Comment sont vendus, sont achetés, sont, sont mises sur le marché tes œuvres? Si on peut Alors, parler ouais, ouais, non, tout comme à ça. fait. Ouais, ouais, non, tout à fait. Alors, même si j'ai arrêté mon agence, je travaille encore beaucoup avec des marques qui me commissionnent, hein. D'accord. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas si vous voulez que je donne des noms de marques ou si je dois rester abstrait, mais bon, il y a une marque d'électronique Tu pour peux laquelle, donner qui fait des téléviseurs. Sony, Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup avec, non, Samsung, donc c'est Samsung. coréen. Ok. Voilà, donc ils m'ont demandé d'acheter la licence de mes peintures pour le fond d'écran de leur télévision. Oh, c'est Voilà. super. Waouh, Donc, d'accord. donc tout à coup, ils ont cette télévision qui s'appelle Frame TV, donc le cadre, j'imagine, français. Ouais. C'est une télévision qui est toujours allumée. Et quand on éteint sa télévision, au lieu d'avoir un écran noir, on voit On une a une œuvre œuvre. d'art. Voilà, donc on choisit, il y a une dizaine d'artistes. Et, euh, et donc, Génial. la luminosité de l'écran s'adapte à la luminosité ambiante. Donc, on a l'impression d'avoir une peinture ou un print ou une impression, quelque chose comme ça, une sérigraphie. Mhm. Et donc, ça, par exemple, c'est une façon dont je vends mes œuvres. Mais à partir de là, donc, je suis dans l'appartement ou la maison de beaucoup de gens, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette télévision. Et donc, les gens m'approchent pour acheter des œuvres originales à partir de ça, Oh, par ah exemple, Ok. hein. oui, super. C'est un super, C'est un média super de canal de fou. Ouais, ouais. distribution. J'aurais jamais Voilà, pensé. donc il y a ça, mais aussi pour mes projets d'installation ou mes projets de sculpture, je travaille avec des agents ou avec des galeries, ça dépend. D'accord. D'accord. Et donc voilà comment ça se passe. Non, mais il y a vraiment, faut pas non plus idéaliser l'artiste. L'artiste, pour moi, l'artiste qui a du succès, c'est un artiste qui s'inscrit dans une logique économique aussi, hein. Bien Bien sûr. sûr. C'est un artiste qui s'inscrit dans une logique de société. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec des marques encore, parce qu'en fait, elles m'autorisent à être vu Oui. par des gens qui n'iraient pas au musée. Hmm. Mhm. Et pour moi, ça, c'est très fort comme point de vue, en fait. Mhm. Et c'est sûrement aussi l'une des clés euh, qui rejoint ben, ton éducation et tes études, où tu peux faire le lien entre effectivement parler à des marques, parler à des interlocuteurs du monde entier, de toutes les sphères, et en même temps créer. Et Voilà. Alors au début, c'était une cohabitation assez difficile pour moi de me dire je suis artiste, mais oui. mais les marques veulent travailler avec moi. C'était très dur Mhm. d'accepter Et pour quand j'ai beaucoup, fait c'est ma l'inverse. transition d'agence. Mais en fait, oui, c'est ça. Je me rendais pas compte que pour beaucoup, c'était l'inverse. Et puis, en fait, j'ai commencé à accepter que c'était ma Hmm. réalité. Mhm. C'était ma façon, moi, d'être artiste. Et c'était ma façon, moi, de produire et de financer mes projets aussi. Donc, maintenant, je l'accepte complètement, en fait. Moi, j'avais envie de quand même te poser la question euh, par rapport à cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, non pas au niveau français, mais au niveau vraiment mondial. Est-ce qu'il y a une sorte de confinement à Los Angeles? Et si oui, est-ce que ce contexte a quelques impacts en fait sur ton activité, sur ta production? Comment ça se passe de l'autre côté, j'ai envie de dire? Oui, je pense que là, on est un peu tous dans le même bateau, hein. Euh, on est également confinés. Alors, je préfère être confiné à D'accord, Los ok. Angeles qu'à New York, hein, Oui. parce que ouais, New York, c'est beaucoup plus dur. Mm, mm. Los Angeles, on a plus d'espace, on peut avoir la porte ouverte, il fait beau, euh, des choses comme ça. Oui. Le quotidien est plus facile. Mais effectivement, ça change beaucoup de choses.
pense qu'avec beaucoup de changements, avec toutes ces crises, il y a toujours une opportunité qui peut en ressortir, hein, qui doit en ressortir même. Euh, et je pense que ce que je vois actuellement, c'est que j'ai plus de temps déjà pour faire mes œuvres, donc ça, c'est pas plus mal. Euh, on me demande encore de faire des œuvres pour des commissions, des installations, des chantiers, donc ça me rassure quelque part. D'accord. Et puis je pense que en fait, je parle beaucoup plus souvent à ma famille Mmh. Mmh. maintenant parce que parce que je parce que tout le monde est sur En visio. ouais, c'est ça, en visioconférence. Et puis on arrive aussi à travailler, on arrive à être productif Mmh. en réunion de groupe sur toutes ces visioconférences en fait. Donc je pense que à terme, quand ce sera fini, on réalisera que finalement, on n'a pas besoin toujours d'aller à droite à gauche pour faire des rendez-vous, quoi. Mmh. On peut très bien faire ça de chez soi. On peut très bien être productif d'un peu n'importe où, en fait. Donc en fait, cette crise, elle t'amène aussi à de nouvelles réflexions, que ce soit des réflexions artistiques ou des réflexions en termes d'organisation. Et est-ce qu'on peut même dire que les réflexions peuvent aussi être un peu philosophiques sur finalement toi, ton rapport aux œuvres, au monde. Est-ce que tu le vois un petit peu comme ça aussi, le confinement, une façon de t'amener vers de nouvelles réflexions, une façon aussi de te réinventer peut-être? Ouais, alors c'est un peu tôt pour dire hein, ce que ça va être. Oui, oui, c'est vrai que c'est Dans un mon peu... cas, en tout cas, hein. Je sais pas encore. Ok. Mais c'est vrai que tout l'aspect d'interaction digitale est très important. Et puis aussi, comme j'ai travaillé dans le passé sur beaucoup d'expositions, d'événements, de performances, des choses comme ça, je ne sais pas comment les choses vont évoluer pour tous ces milieux, en fait, pour tout le médium qui est la performance. Je ne sais pas exactement si ça va être quelque chose qui va changer euh, après cette crise sanitaire ou pas. Je me demande, par exemple, comment les musiciens, comment les chanteurs, etc., les danseurs vont s'adapter pendant et après la crise. Ouais. C'est assez difficile à imaginer. Mm. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une intégration de plus en plus forte de technologies avec la performance. Mais ce que tu disais tout à l'heure, la techno, la nature et les connexions humaines et la performance, tout est lié et tout va s'accélérer et se révéler encore plus. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que la technologie au sens large du terme, c'est comme un nouveau médium artistique, hein. Donc, je pense il faut l'utiliser à fond, hein. Il faut essayer de trouver la façon d'être le, adapté aux propos, quoi, par rapport à la technologie. Je sais qu'en tout cas, depuis que cette crise sanitaire est arrivée, je suis beaucoup plus impliqué dans des projets sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des choses comme ça. Et je trouve qu'on arrive à faire on arrive à, enfin, on a quand même on ressent quand même une détresse globale à rester connectés tous ensemble, hein. Tout le monde veut rester connecté. Je pense que ça, c'est la base de la condition humaine, c'est qu'il faut qu'on reste connecté. Ouais. Ensemble, c'est parce on a ce langage et cette conscience collective qu'on a réussi à traverser tous ces millénaires et à vaincre les milieux les plus hostiles. Voilà. Et donc, même c'est un acte extraordinaire de communauté de tous rester à la maison partout dans le monde, hein. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Est-ce que c'est peut-être
tôt parce que c'est peut-être en train de changer, mais est-ce que tu peux euh, visualiser ton prochain rêve, ton prochain kiff ou projet à accomplir? Alors, en ce moment, j'essaie de travailler. Alors, oui, je vais vous dire quelque chose qui est assez drôle, c'est que quand j'étais enfant, en fait, en France, à l'école, il y avait toujours, un côté un peu négatif du travail avec les mains. Travail d'artisan, travail manuel Mhm. était un truc qu'on n'était pas vraiment glorifié, quoi. Et, Oui, euh, et pour moi, c'est le contraire, en fait. Moi, mon père était chef d'entreprise, hein, donc voilà, il travaillait il était concessionnaire de camions. Mais en d'accord. fait, il avait commencé sa carrière, quand il était jeune, en tant qu'apprenti du Tour de France, euh, la ferronnerie d'art. Et en fait, toute sa vie, il a toujours regretté de pas avoir continué dans ce métier-là, qui était, je pense, beaucoup plus proche de ses racines. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est que moi, maintenant, l'orientation que je prends, en fait. C'est de travailler avec des artisans ou en tant qu'artisan, travailler de mes mains, en fait. Je Hmm. trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le travail manuel. Je trouve que les mains sont très intelligentes et qu'on on a perdu beaucoup de savoir, de culture, Le savoir-faire. Hmm. ouais, en perdant le travail manuel, en perdant tout l'artisanat. Et en France en particulier, on est très très fort en artisanat. L'artisanat français est reconnu mondialement. Pour Et rebondir sur ce que tu dis, pardon, excuse-moi. non, j'en prie. Je suis en train de. Vas-y, finis. Non, vas-y. C'est pas dans l'artisanat, mais c'est un rapport avec les mains, avec la terre. En début d'année dernière, on avait assisté à une très belle conférence à Paris qui portait sur l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et à la fin de ces 2 jours de conférence, la question, alors, elle n'était pas spécialement bien posée. La question était, l'entreprise de demain est-elle une start-up, une ferme, donc en tout cas liée au milieu agricole, les deux ou aucune des deux? Et on a été très étonnés avec Gaël. Alors nous, on a voté très simplement et très rapidement. 75% de la salle, on était un petit peu moins de 1000 quand même, 75% de la salle avait répondu que l'entreprise de demain, en tout cas, était liée, là pour le coup, à l'agriculture, mais il y avait vraiment un retour à la terre, comment dire, à des valeurs en fait plus simples. Il y avait quelque chose tu parles de l'artisanat, moi je le mets un petit peu dans la même case. Il y a vraiment un retour à savoir se débrouiller, à savoir utiliser, au savoir-faire. Donc c'est pour ça que je me suis permise de rebondir parce que ça m'a fait penser à cette conférence où on a été, je crois que toute la salle finalement avait été très étonnée. Enfin très étonnée en fait, je sais Mhm. pas trop, mais quand Ouais, on c'est l'a ça. annoncé à l'extérieur de la salle, pour le coup, nos proches avaient été très très étonnés en disant mais l'agriculture, enfin on en vient il y a 30 ans, on va pas y revenir. Et nous on était comme ça, mais si, en fait, Bien il y a sûr. jamais eu autant d'artistes qui travaillent l'argile, des potiers, des menuisiers. Ces gens-là, ils sont pas du tout au chômage aujourd'hui. Ils ont du travail, ils croulent sous le boulot. Et ils ont des mains en or. Moi, j'avais un parrain euh, qui était Taille. tailleur de pierre et à Carcassonne. Et quand on se promenait dans la vieille ville, j'ai eu la chance de me promener avec lui. Et il me disait, tiens, regarde, tu vois, tel endroit, bah, du coup, c'est moi qui ai façonné la pierre, etc. Et je suis fascinée. En fait, pour moi, je lui disais, mais t'as beau être dans le bâtiment, t'as beau avoir des mains de mec de chantier. Je lui dis, t'es un artiste. C'était très beau. Ouais, bien sûr. Donc, quand tu parles de ce retour en fait à tout ce qui est manuel, enfin, tu Mhm. prêches, je pense, de convaincu. Mm. Non, c'est sûr, mais l'entreprise de demain, c'est peut-être une ferme, mais elle est connectée en tout cas.
Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, avec son temps. Donc c'est pas forcément un retour en arrière. C'est un C'est une nouveau, évolution. c'est une évolution, ouais. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin, peut-être dans la globalisation, ça veut plus rien dire. Quel est l'intérêt de tous avoir la même vie, quoi, je veux dire? Oui, ouais, ouais, Aucun bien intérêt. sûr. Donc il faut qu'on ait chacun dans nos endroits des spécificités, un artisanat qui est propre à l'endroit d'où on vient, qui dépend des racines de l'endroit d'où on vient. Et puis, mais l'offrir un peu à tout le monde, hein. C'est bien d'avoir un marché qui est global quand même. Mm, mm. Mais c'est vrai que, avoir un savoir-faire unique et puis un savoir-faire qui est véritable, quoi, qui est authentique à chacun, ça c'est très riche en fait. Mm. Donc, voilà. Ouais. Justement, aujourd'hui, un- entre guillemets, si Sébastien avait son bac et sentait un petit peu ce besoin de créer, ce besoin de travailler avec ses mains, est-ce que comment tu reprendrais un petit peu les choses actuellement, Sans faire un retour en sans faire arrière. un retour en arrière Ouais. et de se dire qu'il y a des regrets? C'est Ah, aujourd'hui 2020, est-ce que si tu devais te lancer, euh, qu- comment tu le ferais? De quelle manière justement pour combiner cette connectivité, cette technologie et, et ce que tu as en toi? ouais. C'est pas facile comme question parce que c'est difficile de réinventer les choses en fait, hein. Euh, Parfois la vie est tellement pleine d'accidents on croit qu'on choisit, mais on choisit pas toujours. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Effectivement, il y a tout l'aspect compréhension des technologies digitales, hein. Ça, c'est très Oui, important. Donc, par exemple, savoir, pour moi, hein, si je, si j'avais à apprendre des nouveaux, enfin des choses qui me manquent maintenant, ce serait toutes les technologies de création de sculptures en 3D en fait, sur des ok, logiciels comme Rhino, ou oui. Grasshopper, des choses comme ça. Euh, c'est très important de connaître le langage informatique, donc Hmm. de savoir utiliser toutes les plateformes d'édition, de musique, de photos, de vidéos, etc. Et puis d'un autre côté, d'apprendre à travailler. Moi, si c'était à refaire, je demanderais à mon père, qui connaissait pas mal de monde dans ma région, de me présenter à tous les artisans qu'il connaissait, en fait, pour que je fasse des stages chez eux, que j'apprenne à travailler avec eux. Ouais, ça, c'est ce que j'aurais fait. Euh, on arrive bientôt, Sébastien, à la fin de l'interview. On t'a posé plein de questions. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais envie de partager avec nous et avec les auditeurs? Là, pour le coup, c'est parole complètement libre. Est-ce que il y a un aspect sur lequel tu aurais voulu revenir? Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors, j'ai eu la chance d'aller faire un voyage au Mexique il y a 6 semaines ou quelque chose comme ça, juste avant. Ah oui, juste avant Enfin, la bonne. Ah oui. Parfait. ouais, on Timing voyageait parfait. déjà avec nos masques, hein. Ah oui, ok. Ah ouais. Ouais, Mm. Eh oui, bien sûr. ouais. Depuis janvier. On était les seuls, mais on voyageait déjà avec les masques. Euh, et donc, je suis allé à Mexico City. Et puis, je suis allé en particulier dans les ruines de Teotihuacan. Oui, Je ne sais pas waouh. si vous connaissez. Ouais. Mm, mm. Et puis, c'est des ruines que les gens comprennent pas forcément, quoi. Les archéologues ne comprennent pas de quand ça date, de qui a réalisé cette architecture, où sont passés les gens qui habitaient, etc. C'est pas une civilisation maya, c'est une civilisation précédente. Il y a toute une richesse iconographique, architecturale, une magie du site, etc.
Et puis en fait, on sait pas pourquoi ça s'est passé, on sait pas pourquoi ça a disparu, etc. Et, euh, et ça m'a fait réfléchir sur l'arrivée de l'Occident en Amérique, en fait. Mm. Ça m'a fait réfléchir sur le fait que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud et du Nord, eh bien, ça a contribué à la disparition de 90% de la Ouais, population locale. Vous vous rendez complètement. compte? Mm, mm. Par les maladies, par les violences, et puis ensuite par l'intégration religieuse. Forcé, ouais. C'était Mm, vraiment Un massacre. mm. ça a été vraiment un génocide, quoi, Mm. culturel également. Et donc on a perdu énormément de connaissances, en fait. Mm. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais Ah non, non, mais la raison certaine pour laquelle je vous raconte ça, c'est que dans ces moments de, de globalisation extrême, en fait, qu'on a vécu ces dernières générations, on risque également de perdre plein de cultures locales, plein de savoir-faire, des choses comme ça, et des choses qu'on ne comprendra pas par la suite, qui aura complètement disparu. Ça sera devenu une langue étrangère qu'on ne saura plus déchiffrer. Donc en fait, sauvegarder toutes ces cultures desquelles je m'inspire dans mon travail ou que j'essaie auxquelles j'essaie de contribuer d'une certaine façon. Mm. Pour moi, en fait, c'est très important. Donc je pense que cette pandémie actuelle, il faut que ce soit une sorte de sonnette d'alarme pour essayer d'arrêter cette globalisation et que ce soit comme un retour aux sources, en fait. Mm, Mm. mm. Et voilà, quoi. Donc Il j'ai y eu a- il beaucoup y a- de chance d'aller au Mexique, à Mexico City, qui est une ville incroyable, juste avant d'être l'isolement, parce qu'en fait c'était un peu une bouffée d'oxygène. Mm. On a besoin quand même de découvrir euh, de- des endroits, on a besoin d'être avec des gens, de, de partager ensemble, quoi. Donc j'espère Mm. que ça va revenir très bientôt quand même. Mais il y a un profond retour aux sources, déjà demandé par les jeunes générations. Et moi, pour l'avoir vécu aussi en voyage, notamment au Canada, qui est quand même une terre où les peuples autochtones ont un passé lourd par rapport au gouvernement canadien. Il y a beaucoup de choses qui se font localement, qui se font au niveau, je crois que c'est fédéral. C'est de plus en plus reconnu. Alors, c'est loin d'être parfait, hein, mais pour avoir et m'être entretenue avec quelques personnes que j'ai rencontrées justement et qui faisaient partie de ces peuples autochtones, ils me disaient que c'était un peu mieux que ce qu'ils avaient vécu ces dernières générations, mais que leur communauté et les différentes communautés faisaient en tout cas beaucoup pour que la culture, les connaissances ancestrales se transmettent aux jeunes générations. Et ils essayent, enfin en tout cas ils essayaient vraiment de transmettre autant qu'ils pouvaient avec le contexte gouvernemental canadien. Ils n'ont plus les mêmes terres, ils sont tous regroupés sur à certains endroits. Enfin c'est un autre débat, mais en tout cas au sein de leur communauté ils essayent de vraiment continuer leur rite, et il y a de plus en plus d'Européens, ou en tout cas au niveau mondial, qui s'intéressent de plus en plus à ces connaissances ancestrales, et heureusement il y a une forte demande de jeunes voyageurs qui voyagent et qui sont très très sensibles à ces connaissances. Et enfin moi j'ose croire, et en tout cas j'espère que tous ces peuples en fait continueront à nous transmettre toutes ces connaissances, parce que en fait on a tout à réapprendre, on a tout en nous, mais on a beaucoup de choses à réapprendre d'eux.
Donc, je comprends tout à fait que tu aies pu être ému et que tu aies pu te poser toutes ces questions à Mexico, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi pendant une toute petite partie de mon voyage. Donc, moi, ça me parle beaucoup. Tout à fait. Cultiver ces différences. Oui, exactement. Moi, je rebondis juste quelques secondes aussi sur ce que tu viens de dire. C'est l'une de nos missions ou l'un de nos objectifs qu'on s'est fixé en lançant ce podcast et sûrement d'autres, de vraiment laisser une trace, d'enregistrer une sorte de collection d'histoire, de parcours, de culture, de savoir-faire, savoir-être, qu'on pourra laisser en héritage. Est-ce que tu aurais, dernière petite question, un livre, un outil, une ressource à nous partager? On est chez nous là, donc nous on est des très très grands fans de bouquins et de ressources, une vidéo, un documentaire, un film qui t'a marqué, qu'on pourrait regarder et partager à la fin du podcast prochainement. J'ai plein de livres d'art exotique en fait. Il y a voilà quoi, l'art de différents pays, donc ça c'est un truc qui me parle beaucoup. Ensuite, non, j'ai pas vraiment de. Ok. Désolé, j'ai pas vraiment. Non. Mais... On mettra quelques références de livres alors. Ouais, tout à fait. J'ai des livres, mais c'est des livres tellement bizarres. À côté de moi, j'ai les mystères de la Kabbale. J'en ai un autre qui est sur la musique mongole. Voilà, des choses comme ça, quoi. Oh, super. Où est-ce que on invite nos auditeurs, auditrices à te retrouver, à part peut-être sur ton site? Tout à fait, ouais. Donc sebleon.com. Exactement. Est-ce que tu as des réseaux sociaux aussi? Sébastien LinkedIn, Léon sur Instagram. Insta aussi. Ok. Voilà. Super. Bah, on mettra les liens. On met tout ça dans les notes. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, d'avoir partagé toutes ces réflexions, ces questions, ces avancées, tout ton parcours très très passionnant. Riche, passionnant. Merci. Et tout ça malgré les conditions d'enregistrement et surtout les conditions de vie actuelle. Pas de problème, avec plaisir. Ouais, c'était un très bon moment. Et puis en plus, c'était la première fois qu'on accueillait un artiste sur le podcast. Donc on a quand même appris ou revu ou révisé selon le niveau dans ce domaine. Mais on a passé un super moment avec toi et merci vraiment pour ta disponibilité et le temps que tu nous as consacré pour cette interview. C'était vraiment un beau moment. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à toi Sébastien, merci aussi à Jérôme, je renouvelle. Ah oui, on embrasse très très fort Jérôme. Le grand Jérôme, oui, tout à fait. On l'embrasse, il est à Lyon et il est aussi... Un jour il sera aussi sur le podcast parce que son parcours est aussi très très, très riche en tant que designer, architecte. Merci beaucoup à toi Sébastien. Au revoir. C'était un vrai plaisir. C'était la série #SacréAventure. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Cela donnera à d'autres la curiosité et l'envie de découvrir notre podcast. Dans cette période spéciale de confinement, continuons à prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, de notre réseau. Garder le lien s'avère une excellente façon de conserver la santé. Alors, continuons à découvrir notre capacité de résilience, à nous réinventer au quotidien et à ralentir en prenant soin de nous-mêmes et de notre entourage. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode #SacréAventure.